Je vais commencer par les Papovaviridae. Avant, on en parlait, on faisait des cours. Maintenant, on fait le diagnostic. Très simple. Donc les Papovaviridae ou les Papovavirus, c'est un assemblage de deux grandes familles, papilloma, donc pas, et polyoma, c'est po. Donc c'est pour ça qu'on dit papovirus. Ils sont reliés, vous allez voir, il y a des relations ensemble. Les Papovaviridae sont des virus à ADN bicaténaires, circulaires, non enveloppés. C'est un petit génome ayant un fort pouvoir oncogène. Il existe deux genres chez les Papovaviridae. Il y a le papillomavirus, qui est responsable des virus, des papillomes et autre chose. Il y a le polyomavirus, qui est responsable des infections inapparentes chez les hôtes naturels, mais qui induisent des tumeurs chez les hôtes non permissibles. Ça, c'est un peu la structure. Le polyomavirus font partie de la famille des polyomaviridae. Ce sont des virus dont le génome est constitué d'ADN bicaténaire circulaire. Les trois virus principaux sont le SV40, chez le singe, le simian virus, et le deuxième, c'est le BK virus. Ce sont les initiales, chez qui, c'est un enfant de 17 ans qui a fait une néphropathie interstitielle et chez qui on a isolé le polyoma, et c'est pour ça qu'on a donné le nom BK virus. C'est pas BK tuberculose. Donc BK c'est donc c'est des initiales d'un adulte de 17 ans qui a fait une néphropathie interstitielle. Le 13e, c'est le JC, donc le JC, polyomavirus, donc c'est lui aussi les initiales d'un adulte qui fait une infection par ce polyomavirus. Le SV40 donc infecte de façon inapparente l'hôte naturel, le singe, et le genre polyoma est très stable. Il existe un important pourcentage d'homologie entre eux. Les virus BK et les virus JC, strictement humains, présentent un haut pourcentage d'homologie ensemble, donc ils présentent les mêmes caractères, les mêmes gènes. Chacun d'entre eux partage 70% d'homologie avec le SV40, donc il ressemble aussi à celui qui a été isolé chez le singe, d'origine simienne néanmoins. Il existe aussi une diversité génomique, tant dans la région non qu'on donne ça. Le JC virus, donc, tire son nom des initiales du malade, chez qui il a été isolé un sujet atteint de la longoencéphalopathie multifocale progressive. Donc, c'est une complication rare et terminale d'état d'immunodépression cellulaire prolongée. Exemple, leucémie, lymphoïde, Hodgkin, déficit, etc. Des graves des artères. L'épidémie du sida a ouvert aussi, donc elle a entraîné une diminution de l'immunité, a ouvert un nouveau champ d'action au virus JC, des lésions de la leucoencéphalopathie multifocale qui apparaissent chez 20% des sujets à l'autopsie. Donc, le JC virus, c'est un polyomavirus. On a dit, ils se ressemblent, ils ont une certaine homologie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les anticorps, après, peuvent poser, ou bien le diagnostic peut avoir des problèmes parce qu'ils se ressemblent 70% d'homologie. Même à celui du singe. Donc, ils sont responsables, la JC virus est responsable de la longoencéphalopathie. Donc, c'est une complication de l'immunodépression. Il y a plusieurs pathologies qui entraînent une immunodépression. Le sida, aussi, qui est une immunodépression, va engendrer une immunodépression. Cette pathologie, ce virus, va augmenter, va donner plusieurs pourcentages, et bien sûr, les malades décèdent. Le BK virus, ça fait 2 années que je commence à l'isoler.
Donc, il fut initialement isolé et on le savait pas. On le faisait dans les cours et c'était une équipe qui venait de Danemark ou quand ils ont avancé, ils ont présenté un travail simple parce que vous allez voir, on faisait la PCR qui n'existe pas, on faisait autre chose. Dans les urines, on le recherche et on trouve des cellules, vous allez voir. Donc, fut initialement isolé des urines d'un sujet transplanté rénal aux initiales BK, souffrant. Donc ça, c'est le patient chez qui on a isolé le BK, qui souffre d'un rétrécissement de l'urètre greffé avec cellules à inclusion au niveau de l'épithélium. Donc il s'agit de petites particules hexagonales parmi les plus petits virus à ADN, à capside icosaédrique, formés de 72 capsomères. Tout ça, donc, c'est la capside. La capside, c'est une coque. Elle est faite de protéines. Avant qu'elle soit une capside, il y a des pentamères, donc 5 protéines. On va être capsomères, 6 protéines, utilisons 5, 4, etc. pour se réunir, pour s'assembler et former une capside. Pour considérer des protéines VP. Ce sont des protéines qui forment les capsomères. Le Bika-virus, un petit virus de la famille des Polyomaviridae, découvert en 1970 dans les urines d'un patient, etc. Le virus BK, on préfère dire le BK-virus, est un virus ubiquitaire dont la séroprévalence varie en 60 à 100% en fonction des études épidémiologiques menées dans différents pays. Peu de publications concernaient ce virus dans les années 80, mais elles ne sont plus depuis multipliées avec l'utilisation de puissantes molécules d'immuno. Parce que les gens qui sont greffés, ce que je dis, ce qui reste dans notre tête, les gens sont greffés. Qu'est-ce qu'on leur donne? On donne des immunosuppresseurs. Et sous les immunosuppresseurs, ils apparaissent des infections dues à ce BK-virus. Vous allez voir comment ça passe. Lorsqu'on l'isole, on diminue les immunosuppresseurs, c'est ça le traitement. On diminue les immunosuppresseurs. Lorsqu'il est négatif, on continue à donner des immunosuppresseurs. Donc, en effet, le BK-virus est notamment capable de persister au niveau de l'épithélium rénal. Le BK-virus est un virus nul, il n'est pas enveloppé, constitué d'une capside icosaédrique, asymétrique cubique, etc. Le génome viral est composé d'un ADN bicaténaire circulaire et super enroulé. De par l'absence de l'enveloppe, ils sont résistants aux solvants et de façon plus relative à l'inactivation par la chaleur. La résistance à la dissécation favorise leur survie dans le milieu extérieur. Donc, on va pas s'attarder sur ça. Donc, il va coder pour 3 types de régions. Donc, les 3 régions du génome dans les suivants. Donc, le génome, il y a plusieurs régions. Il y a les régions précoces qui codent pour les protéines précoces, les régions tardives et donc la région régulatrice, donc c'est elle qui intervient dans la régulation. Donc cette région comprend les promoteurs des gènes précoces et tardifs et la région accélérée, elle se situe entre les régions précoces et tardives. C'est une région régulatrice des autres. La région précoce donc comporte la portion du génome transcrite. Elle est exprimée dans l'entrée du virus dans la cellule et code pour les protéines exprimées au début du cycle de multiplication. Les gènes précoces codent 2 protéines de régulation, les gènes T et dont l'expression persiste. Ce que je veux dire, donc il y a des régions précoces et des régions tardives. Les régions précoces, c'est des gènes qui vont être transcrits en RNA messager et traduits en protéines. Les protéines précoces qui interviennent dans la réplication. Puis, ces gènes vont être aussi transcrits en RNA messager par des enzymes, les DNA polymérases, pour passer dans le ribosome et traduits en protéines qui sont les protéines de la capside. C'est pas sorcier. Donc, quand il rentre à l'intérieur de la cellule, il va subir une dégradation de sa capside, le génome va rester libre, il va être, qui m'a les ADN polymérase, va utiliser l'enzyme cellulaire, l'ADN polymérase, qui va le transcrire en RNA messager. Quand il est en RNA messager, il va passer par les ribosomes pour être traduit en protéines.
Là, c'est les protéines VP1, VP2, c'est des protéines du virus. Si on a allé à faire le polyomavirus, on s'attarde. Maintenant, on va parler plusieurs virus à la fois, donc je vais donner le maximum. Hein? C'est pour les médecins, donc c'est ce qu'ils veulent beaucoup plus pour comprendre le truc. Donc, les moyens, les trois phases pour qu'un virus sort, il s'assemble et il sort. Donc, il lui faut les trois phases: transcription, réplication, transcription, traduction, assemblage. Pour chaque virus, il y a des. Donc là, c'est des protéines tardives, donc qui permettent du génome par l'étape de réplication. Hein. Elles codent pour les protéines capsides V1, VP2, VP3 et une protéine. Donc c'est des protéines, c'est des d'appellation de protéines. On s'attend pas sur ça. Les protéines virales, donc la capside virale est constituée de trois protéines, VP1, VP2 et VP3. Leur assemblage forme un icosaèdre constitué de 72 capsomères. Chaque pentamère, donc on a dit des pentamères, donc les VP1, VP2 forment ils s'unissent en 5 pour former un pentamère, puis d'autres s'unissent en 6 pour former un hexamère. Pentamère, hexamère forment ce qu'on appelle le capsomère. Le capsomère et le capsomère forment ce qu'on appelle la capside. Là aussi, c'est le cycle de multiplication. Ils se ressemblent, tous les cycles de multiplication se ressemblent. Il y a des cycles où la réplication se fait dans le cytoplasme. Il y a des cycles où la réplication se fait dans le noyau. C'est la différence bilateral. Le mode de transmission le plus fréquent et le plus probable du BK virus, c'est une contamination interhumaine par voie respiratoire. L'homme est le seul hôte. C'est un virus qui se trouve nu, résistant dans le milieu extérieur. L'homme est le seul hôte pour le virus BK. Il n'y a pas de réservoir animal connu. Ainsi, le mode de transmission, le plus fréquemment proposé par les différents auteurs, implique les voies respiratoires hautes, ce qui permet d'exprimer la séroprévalence élevée dès le plus jeune âge. Virus mutaïch flawa, chacun de nous peut l'aspirer, et il va être inhalé, il va donner un tableau, puis il va puis il va donner ce qu'il va donner comme pathologie. Chez l'immunocompétent, la primo-infection à BK virus est dans la grande majorité des cas asymptomatique. Elle survient après pénétration du virus au niveau des voies respiratoires, où il peut se multiplier dans les amygdales, donner ce qu'on appelle pharyngite, amygdalite, etc. Et généralement, les gens vont rapidement vers les antibiotiques. Or, qu'on donne un antibiotique uniquement et seulement la pénicilline G pour traiter les amygdales à streptocoque bêta hémolytique de la classification de Lancefield, car c'est le seul germe qui peut donner des RAA, des rhumatismes articulaires aigus, GNA, etc. Les autres germes peuvent donner des infections, on fait diagnostic, on peut avoir des amygdalites à staphylocoque, etc. Mais la gravité de la chose, pas comme le streptocoque bêta hémolytique de la classification de Lancefield, qui lui est responsable d'angine normale et qui lui peut donner des infections, des maladies auto-immunes, des auto-anticorps pour donner glomérulonéphrite aiguë, rhumatisme articulaire aigu, cardite rhumatismale, et ça se termine par une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Alors qu'on peut éviter tout ça par la pénicilline G. Bien sûr, donc, pourquoi j'ai dit ça? Pour dire que toutes les angines virales, etc., on les laisse comme ça. S'il y a du pus, les gens ne consultent pas maintenant quand ils ont des angines, ils changent les antibiotiques. Je sais pas ce que c'est, viral ou bactérien. Et ils ont raison, parce que pour voir un médecin, c'est consultation, etc. Ils ont raison, c'est leur faute. Mais généralement, il y a des angines virales qui peut donner des amygdalites sans que le patient soit fait quelque chose. Les rares symptômes ayant été associés à ce virus sont de la fièvre, les signes respiratoires hautes non spécifiques par la suite. Le virus se dirige par voie hématogène vers les organes cibles, le rein, le tractus urinaire. Ça, c'est l'adénovirus.
une fois qu'il va passage des virémies, va تخيط فيها العيش ما عنديش. La cible la plus importante, c'est normal aussi. Ça me fait beaucoup de... La cible la plus, lorsqu'il passe par, à travers, merci, par voie hématogène, il passe dans le tractus respiratoire, c'est là où il se fixe. Le site majeur de la persistance virale est l'épithélium du rein, par voie respiratoire, il passe amygdalite dans la circulation sanguine, et il trouve le cible, c'est le rein. Donc l'épithélium de transition des tubules rénaux de la capsule de Bowman et du tractus urinaire. Le génome viral, il serait alors sous forme épisomale, il va se fixer sur l'ADN cellulaire. La présence de l'ADN du BK virus a également été détectée dans d'autres organes, le foie, l'estomac, poumons, etc., et en particulier dans le cerveau et les cellules mononucléaires. Donc il va passer un peu partout après la circulation sanguine. Il va se fixer sous forme épisomale au niveau de gènes cellulaires, ou sinon chez l'immunodéprimé, donc la réactivation, donc il est là, puis une réactivation. La réactivation se fait lorsqu'il y a une autre immunité, une diminution de l'immunité qui va l'immunodéprimé. Donc là, le virus va réactiver peut survenir dans certaines circonstances, le plus souvent dans un contexte d'immunodépression, souvent cellulaire. Le BK virus est un virus opportuniste, donc il ne faisait rien, c'est qu'après immunodépression qu'il commence à réagir. Il affecte la greffe médulaire et le transplanté rénal. Il occasionne des graves pathologies rénales. C'est le problème des greffes rénaux. Hein. Maintenant, au début, c'était le cytomégalovirus, maintenant c'est le BK virus. Au début, ils envoyaient les prélèvements à Pasteur pour faire la PCR. Maintenant, on peut faire le diagnostic dans les urines. On a arrêté mais on va la reprendre. On peut faire le diagnostic de les urines. On peut l'isoler dans les urines. C'est rapide et c'est bien. Les viruries asymptomatiques sont présentes en transplantation rénale et en greffe de moyenne osseuse et associées à une expression clinique de type de cystite hémorragique. Comment on connaît que un greffé est malade, ou il est infecté par le BK virus, c'est des hémorragies. Et là, maintenant, ils envoient les prélèvements, les urines, on va essayer de faire quelque chose, puis on rend le résultat. Sténose urétrale, néphrite interstitielle, etc. Chez le transplanté rénal, la néphropathie à BK virus observée chez les receveurs de greffons est due à la multiplication intense du virus dans les cellules de l'épithélium tubulaire rénal. Elle peut survenir dans les délais variables suivant la transplantation. 0 à 60% des patients transplantés rénaux peuvent avoir une réactivation du BK virus associée ou non à une dysfonction rénale. Les néphropathies à BK virus sont décrites chez 1 à 10% des transplantés rénaux. Et on a vu beaucoup de transplantés rénaux qui sont infectés par ce BK virus. Le BK virus peut engendrer des hématuries asymptomatiques, il fait que les urines, des cystites hémorragiques, des sténoses et des néphrites. Ces complications résultent des effets combinés sur la muqueuse vésicale de la virurie, donc le passage du virus dans le sang à BK virus, et les molécules immunosuppressives utilisées. La lésion de l'uroépithélium crée un environnement favorable à la réplication du BK virus. L'immunosuppression favorise la réactivation du virus latent et crée un environnement favorable à la multiplication virale. Là, j'ai lu rapidement, mais je crois que lorsque j'ai parlé, vous avez un peu compris ce que je veux dire. Donc, il pénètre dans l'organisme. On a dit que la prévalence est importante, donc pas voir rien, puis il se fixe il va dans le sang, il donne un tableau clinique, puis il va dans le sang, on a vu chez l'immunocompétent, donc il ne fait rien sauf quelque chose, puis il va passer par voie hématogène, et il trouve refuge au niveau des cellules rénales, de l'épithélium rénal. Là, il reste sous forme épisomale jusqu'à ce qu'il y ait une réactivation. On parle maintenant chez l'immunodéprimé,
donc il va se réactiver pour donner des néphropathies. Et chez le transplanté, parce qu'on lui donne des immunosuppresseurs, et les immunosuppresseurs, vous savez très bien, qu'ils favorisent la réactivation de ce BK virus et qui peut donner une hématurie chez les transplantés rénaux. Voilà. Donc, ce qu'on fait maintenant, donc l'effet cytopathogène persiste dans 70% des cas, le greffon est perdu dans 45% des cas, et même en cas de contrôle de la virémie, une fibrose majeure se développe dans 15% des cas. Les lésions du BK-virus au niveau tubulaire rénal aboutissent à des lésions des cellules de l'épithélium tubulaire, sécrétion de décoïcèse, ce sont des cellules épithéliales dans les urines, donc on prend les urines, on prend les cellules épithéliales rénales et on essaye de faire une petite coloration, on recherche les décoïcèses. C'est ça. Donc ce sont les cellules de l'épithélium rénal qui sont donc avec on fait la coloration de Papa-Nicolau et on recherche des cellules décoïcèses. Je vous dis pas que les microbiologistes les connaissent, mais généralement je fais appel aux cytologistes et je travaille avec le Dr Agon qui travaille au CAC, je lui envoie les prélèvements, les urines, il fait la coloration de Papa-Nicolau et il envoie le résultat. Quand c'est positif, c'est à 30 à 40% de diagnostic. Vous allez me dire, bon, pourquoi alors on le fait? On aura une idée. On fait la PCR. Quand c'est négatif, on est sûr qu'il n'y a pas de BK virus, qu'il n'y a pas d'infection. Donc, elle est beaucoup plus idéale, cette recherche dans les urines, beaucoup plus idéale dans le cadre quand c'est négatif. Quand c'est négatif, c'est à 100%, il n'y a pas d'infection, on continue par les immunosuppresseurs. Quand c'est positif, avec une concentration importante, là, on diminue les immunosuppresseurs et on fait la PCR. Si la PCR est positive, on reprend les négatif, on reprend les immunosuppresseurs. Si la PCR est négative, ça veut dire l'inverse. Si la PCR est négative, on a arrêté, on a dit ECB positif, on somme les immunosuppresseurs. Et on fait une PCR dans les prélèvements rénaux. Quand la PCR est négative, ça veut dire qu'il n'y a pas un passage important. On continue, on augmente les immunosuppresseurs. Quand la PCR est positive, on diminue les immunosuppresseurs. Donc, on fait le CBU, il est négatif, il est négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décoïcèles, c'est en anglais, c'est des cellules infectées. Donc, il n'y a pas le BK virus, donc pas de problème pour le greffon, on continue les immunosuppresseurs. Si c'est positif, donc ça donne à 30 à 40%. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils diminuent les immunosuppresseurs, ils font une PCR. Quand c'est positif, ils arrêtent. Quand c'est négatif, ils augmentent. Il y a aussi un diagnostic, donc la culture cellulaire, donc dans certains cas, ou bien la biologie moléculaire par PCR. En l'absence de traitement, donc il n'y a pas de traitement antiviral spécifique ça aussi c'est une question que j'ai posée, le traitement des infections associées au BK virus est encore à ce jour débattu. La réduction de l'immunosuppression est considérée comme une attitude reconnue et efficace. On leur donne un petit diagnostic, on leur dit négatif, donc continuez vos immunosuppresseurs, positif, diminuez à faire la PCR, etc. J'étais clair? Merci.